y a toujours deux choses qui jouent, en tout cas pour moi dans mon travail. C'est à la fois l'idée d'une histoire à raconter et d'autre part aussi un ton, un rythme de langue, une espèce de musique dans la tête. Et il faut évidemment toujours que ce ton soit adapté à l'histoire. Et donc ici, c'était un rythme, l'envie d'une langue sèche, d'un ton un peu abrupt comme ça, et par conséquent d'une histoire qui soit également sèche et abrupte, donc celle effectivement d'un homme en crise qui tente une espèce de bilan de sa vie qu'il estime complètement raté, etc., etc. Alors, dès les premières pages du journal, on se rend compte évidemment que le personnage que vous mettez en scène ne va pas bien, c'est un homme qui ne s'aime pas, il va écrire un journal et commence par se moquer de ce genre littéraire. Alors ça donne ceci, le journal est le genre des impuissants, impuissant je suis, impuissant j'écris, ce sera ma justification. Alors, je crois qu'au départ du roman, au centre du roman en tout cas, se trouve la question de la langue. Et de la langue envisagée dans la perspective dominant-dominé, qui est au cœur de toute la question sociale et au cœur, je dirais, de l'humanité, dans la mesure où les hommes ont toujours construit des sociétés, et des sociétés qui, fatalement, sans doute, reposent sur ce principe du dominant et du dominé. Et la langue est probablement un des indices, si pas l'indice essentiel, qui marque cette domination, qui est le signe qui signifie cette domination. Je pense que tout le monde peut percevoir cela. Quand nous suivons dans un journal télévisé, à l'occasion d'une grève, le témoignage des ouvriers qui font la grève et le témoignage des patrons qui essayent de mettre fin à la grève, nous sentons bien qu'il y a une appropriation du discours, une appropriation du langage qui est évidemment radicalement différente et qui joue totalement en faveur du patron, bien sûr. Alors votre héros, celui qui écrit son journal, et il est donc né dans un milieu modeste, ouvrier, son père est ouvrier mineur, on parle le dialecte chez lui, et comme vous venez de le dire, lui, il veut s'approprier la langue de l'autre, la langue du bourgeois, du dominant, mais il le fait d'une façon quand même un petit peu particulière, et il le raconte dans son journal. Quand il était petit, dit-il, il adorait les dictées. « J'appris sans peine l'orthographe parce que j'aimais la mélopée de la dictée à travers le silence de la classe. Il me plaisait que l'orthographe française fût difficile. Elle mettait une ascèse. Chaque faute devenait un péché mortel qu'il me fallait contourner dans ma lente progression vers la sainteté du beau langage. » Voilà vraiment quelqu'un qui regarde la langue française comme une espèce de temple sacré, mais il n'a aucun rapport de plaisir avec cette langue. Il a un rapport extrêmement corseté, extrêmement guindé. Oui, c'est le rapport effectivement de celui qui envisage la langue comme une arme, ou en tout cas comme un véhicule qui va lui permettre de sortir de sa classe sociale d'origine. Et cette sortie de la classe sociale d'origine s'accompagne toujours également d'une immense frustration, d'une immense culpabilisation aussi, puisqu'il s'agit tout simplement, c'est pas si simple que ça, de renier la classe d'où on sort, de renier son origine, de renier ses parents, de se renier soi-même, bien sûr. Du coup, c'est un fait que mon personnage, et c'est un de ses grands drames d'ailleurs, mon personnage évacue toute notion de plaisir, effectivement. Lorsqu'il y a passage de classe, et je continue à croire à l'existence de classes sociales, et je continue à croire à des formes de lutte entre ces différentes classes sociales, je crois que lorsqu'il y a passage d'une classe sociale à l'autre, je pense que ça se fait toujours dans la douleur. Alors le narrateur, dont on ne connaîtra jamais le nom d'ailleurs, décide de faire des études universitaires, il va devenir prof de français, qu'est-ce qu'il aurait pu devenir d'autre? Mais là, vous lui prêtez, somme toute, quelques traits de votre propre biographie. Vous avez aussi été enseignant, vous avez enseigné le français. Est-ce qu'il y a de l'autofiction dans ce livre? De l'autofiction, non, pas du tout. J'ai été enseignant, c'est un fait, mais bon, il y a une multitude de variétés d'espèces d'enseignants. Il y a peut-être des enseignants comme mon personnage, je n'en ai même jamais rencontré, mais il y en a beaucoup d'autres, heureusement. Alors, de la même manière, d'ailleurs, je ne suis pas, moi, fils d'ouvrier.
Je suis fils de petits bourgeois chez qui la culture dominante existait déjà. Donc les rapports autobiographiques sont vraiment extrêmement faibles, sinon nuls. C'est quelque chose qui m'a poursuivi d'ailleurs, parce que c'était un premier roman, donc on m'a trop souvent identifié, et même des éditeurs d'ailleurs, à mon propre personnage, se disant que ce n'était pas un roman et que je n'écrirais plus d'autres romans ensuite. Bon, je ferme la parenthèse. Alors évidemment, ici, il y a la communauté de métiers. Le métier d'enseignant, c'est en effet un métier que je connais, mais je rassure tout de suite tout le monde, je ne l'ai jamais pratiqué avec la dureté, la cruauté dont mon personnage fait preuve vis-à-vis de ses élèves. Bien au contraire, et j'ajoute même que j'ai été un enseignant très heureux, ce qui n'est pas le cas non plus de mon personnage. Oui, parce qu'il est pathétique, mais il n'est pas toujours très sympathique. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui aurait pu le sauver en réalité dans ce processus dans lequel il s'est engagé? Vous semblez suggérer que s'il avait eu accès à l'écriture, au plaisir de l'écriture, cela aurait pu changer sa vie. Oui, c'est une dimension importante, même si la chose est plutôt implicite dans le roman, parce que je ne voulais pas développer ce thème-là. Il apparaît clairement, j'espère, que le personnage est aussi un écrivain raté. Il le dit d'emblée, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dès les premières lignes, il dit « Voilà, moi j'écris un journal parce que je suis incapable d'écrire autre chose pouvant être de la poésie, un roman, que sais-je ». Alors il y met évidemment la hargne habituelle, bien sûr, mais c'est un écrivain raté, on pourrait presque même dire un écrivain rentré, sinon dévoyé, et il est évident que à cette culpabilisation dont je parlais il y a un instant, à ce reniement de départ, il y a également la frustration de celui qui n'a pas pu réaliser les aspirations qui étaient les siennes, bien sûr. C'est un personnage d'enfermement. On pense parfois à Kafka. Il a l'air sorti de cet univers, personnage qui n'arrive à communiquer avec personne, finalement. Oui, avec toute une symbolique, l'appartement, par exemple, dans lequel il se trouve, qui est un appartement qu'il n'a même pas meublé, qui est un simple lieu dans lequel il écrit ce journal, entouré de livres d'ailleurs. Enfermement également dû à sa solitude, puisqu'il a récemment divorcé, s'est plus ou moins coupé de sa famille, de son milieu professionnel aussi, puisque dans le courant du roman, du journal qu'il tient, il décide de ne plus enseigner, donc de quitter toute forme de rapport social, en quelque sorte. Ce qui, effectivement, et je dois dire que j'y ai pensé, le nom est cité, si je me souviens bien, dès la première page, Kafka en tant qu'auteur de journal, bien sûr c'était un passage obligé, mais c'est vrai que j'ai été conscient tout au long du roman de traiter de choses qui m'apparentaient, et d'ailleurs il y a quelques clins d'œil en direction de Kafka et en direction de quelques autres aussi d'ailleurs. L'œil de la mouche paraît, on l'a dit, en 1981 aux éditions Balland, éditeur qui a pignon sur rue à Paris. On dit que c'est souvent très difficile de pénétrer le monde de l'édition française. Comment vous y êtes-vous pris ? Mais je m'y suis pris un peu comme, je crois, comme tous les débutants au départ, c'est-à-dire que j'ai déposé mon roman dans quelques toutes grandes maisons d'édition, les maisons les plus prestigieuses que tout le monde connaît à Paris. Et alors l'une d'entre elles, la plus prestigieuse d'entre toutes, sans doute, Gallimard pour ne pas le nommer, a été très intéressée par le roman, a hésité pendant de très longs mois. Et puis finalement, justement, je le disais il y a un instant, justement parce que certains lecteurs considéraient que c'était un authentique journal et non pas un roman, et que par conséquent je ne fournirais plus rien d'autre dans le domaine romanesque, ils ont fini par décliner. Et alors dans un deuxième temps, après cette expérience, la déception, mais également l'encouragement qu'avait constitué quand même l'intérêt suscité par le roman, j'ai utilisé une toute autre tactique, c'est-à-dire que j'ai écrit un compatriote que j'admirais beaucoup, qui s'appelait Conrad de Tré, qui avait reçu 1 an ou 2 auparavant le prix Renaudot pour son 3e roman. Je lui ai écrit, je lui ai raconté mon histoire et il m'a répondu aussitôt, a demandé à lire mon manuscrit, qui lui a plu.
et qu'il a présenté chez Balland, chez l'éditeur, qui lui a alors accepté, et même avec enthousiasme, de publier L'œil de la mouche. Alors 2 ans plus tard, en 1983, vous publiez toujours chez Balland un deuxième roman, Celui qui aimait le monde, et puis après, plus rien, 30 ans de silence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a 2 choses qui ont joué. D'abord, j'ai toujours, depuis le début, et encore maintenant d'ailleurs, même si grâce à l'âge beaucoup de choses s'atténuent, j'ai des rapports très difficiles avec le principe même de l'édition. Et alors, deuxième circonstance, alors là, tout à fait fortuite, il se trouve que 1 an ou 2 après la parution de mon second roman, André Balland, le fondateur de la maison qui m'avait accueilli, avec qui j'avais des rapports éditeurs-écrivains qui sont toujours importants, André Balland s'est retiré, l'enseigne de la maison est restée, la maison Balland existe toujours aujourd'hui d'ailleurs après bien des aléas, mais le personnel avait entièrement changé, la distance Liège-Paris, mon métier qui m'empêchait d'être présent journellement à Paris, je n'y allais que de loin en loin, a fait que je n'ai plus connu personne et que la relation, la fameuse relation écrivain-éditeur, s'est du coup interrompue. Alors, pendant 30 ans, la procrastination, comme on dit, a joué, c'est-à-dire que j'ai remis la reconquête d'un nouvel éditeur de mois en mois, si pas d'année en année, tout en continuant à travailler, tout en continuant à écrire d'une manière très confortable, puisque je n'avais de compte à rendre à personne, je n'avais pas à satisfaire un éditeur. Les éditeurs ont évidemment toujours des critères plus ou moins commerciaux. Et vos tiroirs se remplissaient de manuscrits. Voilà, mes tiroirs se sont remplis de manuscrits, en tout cas un tiroir, disons, soyons modestes. Parfois des choses d'ailleurs qui m'intéressaient beaucoup mais qui n'étaient pas publiables puisque j'étais entièrement libre. Non pas que je les trouvais spécialement mauvaises, mais simplement ce n'était pas commercialisable puisque je n'étais plus concerné par ça. Donc quelque part c'était une situation très confortable dans laquelle je me suis, ma foi, fort bien installé. Et puis alors, tout à coup, ma vie a changé, comme on dit, il y a 2 ans de ça, quand j'ai été contacté par un éditeur wallon, l'éditeur Olivier Weyrich, qui voulait créer une collection littéraire en Wallonie, ce qui était pas mal courageux comme projet. Et alors, j'ai été conquis et j'ai proposé un premier manuscrit inédit que j'avais dans ce fameux tiroir. Et Les années plastiques, qui est sorti exactement en 2012. Et puis, cette année, vous avez publié un nouveau roman, Le sexe opposé. Oui. Vous avez donc retrouvé le chemin de l'édition. Vous êtes un écrivain méthodique, vous écrivez tous les jours de telle heure à telle heure, ou bien vous écrivez quand l'inspiration vous prend en tout lieu? Oui, un peu des deux, disons. Certainement pas je n'attends certainement pas l'inspiration parce qu'elle ne vient jamais. Si je devais attendre l'inspiration, je serais comme le personnage de L'œil de la mouche, je n'écrirais jamais. Je dois travailler beaucoup, c'est dur, c'est très difficile. En même temps, c'est une source de plaisir, c'est évident, sinon on ne le ferait pas.